Shalom. Je voudrais commencer par une note personnelle. Tout d'abord, c'est toujours un très grand plaisir et un encore plus grand honneur d'assister à ce séminaire. C'est pour ça que, même quand je suis loin d'être un spécialiste, j'ose jamais dire non. Et je suis loin d'être un spécialiste. D'autant plus que pour continuer sur la note personnelle, peut-être les 20 premières années de ma vie, le statut de la femme avait à mon esprit probablement le même statut que la loi de la gravitation, que la Terre tourne autour du Soleil. Enfin, c'était quelque chose qui était absolument naturel. Et en tant que quelque chose de naturel, eh bien, la question du statut ne se posait pas. C'est-à-dire, la question du statut se pose quand il y a problème, quand il y a un manque, quand il y a quelque chose qui est discriminé, etc. Et dans la famille, j'imagine que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, enfin, le statut dans la famille était assez clair. C'était ma mère qui décidait plus ou moins de tout, c'était les grands-mères qui décidaient pour les grands-mères, et c'était la tête de la famille, c'était l'arrière-grand-mère qui, du haut de sa position, eh bien, elle orientait plus ou moins tout le reste, et les premiers à être d'accord avec cette position, et bien entendu, c'était la partie masculine de la famille, à commencer par mon père, les grands-pères, etc. Ils étaient les premiers à sous-signer à cela. Quand est-ce que, pour la première fois, eh bien, ce problème est venu à la conscience? Eh bien, quand je suis venu dans le monde occidental. Alors là, tout d'un coup, on a commencé à ressentir que visiblement, il y a problème, il y a quelque chose, alors que le monde occidental se portait bien mieux que le monde où je suis né. Pour ceux qui ne savent pas, c'était l'Union soviétique. À tous les niveaux, plus ou moins, il se portait beaucoup mieux, mais visiblement, il y avait problème, et c'est à cela que je voudrais consacrer la première partie de mes propos. Pas faire un historique, les 3000 ans d'histoire féminine, parce que faut quand même un peu d'humilité. Même pour parler du dernier demi-siècle, c'est suffisant, et je voudrais présenter ce mouvement tel qu'il est né, tel qu'il a pris position en Occident, et essayer ensuite de le comparer à ce qu'il en est dans le monde juif et en Israël en particulier. Et essayer de répondre à la question, est-ce qu'il y a un féminisme juif? Est-ce il doit y avoir un féminisme juif religieux? Et voir les avantages, les dangers et l'avenir. Et avec espoir que ce ne sera pas un monologue, mais que dans une demi-heure, ça deviendra un dialogue avec questions-réponses, questions plutôt de ma part et réponses de votre part, parce que le féminisme, en tant que mouvement, est né dans le cadre des 60s, est né dans le cadre du mouvement de révolte aux États-Unis, en France, en Occident, des années 60. Vous allez dire, et les suffragettes, et le vote féminin, etc. Effectivement, il y a eu le combat pour le suffrage, pour le droit au suffrage, de participation politique, d'assumer ces droits citoyens qui ont été plus ou moins obtenus dans les années 20 du XXe siècle. Mais là, c'était un combat, une lutte pour avoir son mot à dire dans le régime, dans la politique, dans la République.
en tant que collectif. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que seulement les hommes ont le droit de vote? Pourquoi est-ce qu'avant cela, ils votent censitaire seulement ceux qui ont un certain avoir ont le droit de vote? Moi, les femmes aussi ont le droit de vote. C'est pas, elles ne sont pas moins êtres humains que les hommes. Bon, une fois acquis, dans la plupart des pays occidentaux, et pas seulement occidentaux, il y a eu ensuite, en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, trop de causes collectives pour qu'il y ait place pour la revendication de causes individuelles. C'est pour ça que l'aspect individuel, à cette époque, il était mis de côté. Et les femmes revendiquaient pas tellement leur féminité, mais leur humanité, c'est-à-dire on a aussi un droit de vote, donnez-nous accès à l'urne. Ce qui devient beaucoup plus intéressant, à tous les niveaux, c'est dans les années 60. Où c'est un mouvement qui commence dans les années 60, mais qui aboutit dans les années 80 et 90. Pourquoi? Parce que ceux qui participent dans les années 60, ils ont 20, 25, 18 ans. Ils n'ont pas encore tellement leur mot à dire, et même s'ils ont leur mot à dire, ils sont pas encore, ils tiennent pas, comment dire, les rênes du pouvoir. Et ils arrivent à maturité, c'est-à-dire à l'âge de 40, 50, 60 ans, ils arrivent au pouvoir véritablement, avec leurs idéaux des années 60, dans les années 80, 90, 2000. Et on le ressent aujourd'hui. Maintenant, on a un mot, en une phrase, comment se présente ce mouvement. C'est avant tout un mouvement de révolte, un mouvement de protestation, des années 60. Il dit, mais comment expliquer que tout ce qu'on lit a été écrit par des hommes blancs, occidentaux, qui aujourd'hui sont déjà morts? On peut continuer la phrase et dire comment expliquer que tout ce qui a été produit, que tout ce qui a été écrit dans l'histoire, l'a été fait par des hommes blancs, européens, qui aujourd'hui sont déjà morts. Donc là, vous voyez que le féminisme, ce n'est qu'une partie d'un mouvement de protestation beaucoup plus large, au nom de toutes les personnes qui ne sont pas de race blanche, qui ne sont pas d'origine européenne, au nom de tout le tiers-monde, au nom de tous les prolétaires, les démunis, les minorités de toutes sortes possibles et imaginables. Et le féminisme, c'est un des courants. D'ailleurs, c'est pas le premier à mûrir. Les premiers à mûrir, regardez, c'est Martin Luther King, c'est les problèmes raciaux, c'est la place des Noirs, qu'il devient interdit d'appeler Noirs, mais Afro-Américains, avec aussi l'avènement du politiquement correct, années 60, 70, etc. Et c'est seulement ensuite que mûrissent les autres problèmes. L'un d'entre eux, et peut-être l'un des plus centraux d'entre eux, c'est pas seulement l'écologie, c'est pas seulement laisser une place à la terre, laisser une place aux animaux, les mouvements environnementalistes, c'est aussi, mais c'est le mouvement féministe. Sa forme philosophique lui est donnée avant tout par Simone de Beauvoir, qui le dit de manière assez simple dans un livre qu'elle publie au début des années 50, Le second sexe. Elle le dit de la manière suivante: une femme ne naît pas femme, naît N-A-I-T, mais le devient. Conditionnée par qui?
Non, et une société qui est faite par les hommes. C'est-à-dire, la femme est le produit de l'homme. Pourquoi? L'homme crée la femme. L'homme crée la femme. C'est-à-dire, c'est lui qui lui donne à l'âge de 2 ans les poupées, c'est lui qui l'habille en rose, c'est lui qui dit que tu dois être enseignante à l'école, assistante sociale, c'est lui qui la conditionne. C'est-à-dire, enlevez l'homme et vous trouvez la femme avocat, soldat, conducteur de char, pilote d'avion, astronaute et toutes les autres professions. Il y a 15 ans exactement, je suis atterri pour la première fois en Union soviétique. C'était le 9 av. Ça tombait bien. Et je m'y retrouverais pas. Je savais pas où j'étais atterri. C'est-à-dire, en apparence, je comprenais tout. Les lettres, etc. Mais quand est-ce que j'ai véritablement compris, ah, tu es arrivé à bon port, entre guillemets, lorsque j'ai vu, vous savez, comment on appelle ça en français, les pigoumim? Les échafaudages. J'ai vu des échafaudages. J'étais dans une ville en Russie, vous avez des échafaudages. Et je vu là-bas 2 mastodontes en train de se promener avec des seaux énormes, je ne sais pas, de 25 kilos chaque seau, avec des briques. Et puis je regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'était 2 femmes. C'était 2 femmes. Donc, là, effectivement, je ne sais pas si vous avez étudié Simone de Beauvoir, mais elles exerçaient, c'est-à-dire elles étaient, elles étaient, on peut dire, d'après le narratif, il faut employer des termes adéquats, hein, d'après le narratif socialiste, marxiste, soviétique, c'était effectivement des femmes qui étaient égales. Maintenant, il y a une autre figure très célèbre et qui a écrit un livre très significatif à cet égard. C'était aux États-Unis, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, c'est Betty Friedan. Betty Friedan qui, dans les années 60, écrit aux États-Unis le livre qui s'appelle La mystique féminine et qui, en un mot, s'occupe de démystifier l'heureuse femme ou la femme au foyer heureuse. Les années 60, on a déjà inventé les machines à laver, il y a déjà les voitures, il y a déjà l'éducation, il y a déjà, c'est-à-dire tout ce qui permet de libérer la femme au niveau économique est déjà là. Il y a déjà les bons salaires, il y a déjà un certain niveau comment dire, médicinal, de santé, de sécurité sociale, etc. Et là, vous avez la réalité d'une femme au foyer avec un mari qui a un très bon salaire, qui peut se permettre de lui offrir des diamants, habits, voyages, loisirs, magasins, etc. Et de lui dire, mais la regarder, lui dire, mais de quoi tu te plains? Mais qu'est-ce qui te manque? Et Betty Friedan relève que ce qui manque, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Elle écrit ce livre, elle est bombardée de milliers de lettres de tous les États des États-Unis où les femmes se reconnaissent dans son message. Effectivement, ils lui disent que je me sens dépendante, je me réalise pas, je me sens coincée, je me culpabilise parce que
le message de la société, c'est que j'ai tout, donc pourquoi je me sens si défavorisé, si déshérité? Il y a quelque chose qui manque. Et Betty Friedan, Baruch Hashem, tu es là pour me dire que ce qui me manque, c'est l'essentiel. Je suis femme objet, je ne suis pas femme sujet. Je suis un auxiliaire, un corollaire. Je n'ai pas de devenir propre. Il manque l'essentiel. Jusque-là, j'étais occupé. J'étais occupé. Pourquoi? Parce que pour que 3, 4 enfants arrivent à l'âge adulte, il fallait que je donne naissance à une douzaine. Ça prend du temps. Pour les habiller, je devais être là des heures par jour à laver leur linge, etc., etc., etc. J'étais occupé à plein temps. Tout d'un coup, mon mari vient à la maison, il a déjà mangé au fast-food. J'ai rien à faire. Vous comprenez? Donc, tout d'un coup, l'essentiel, c'est pas ma fonction matérielle seulement, mais c'est ma fonction spirituelle, qui est complètement négligée. Et là, naissent 3 courants dans le courant féministe. Ils sont très intéressants. Donc, il y a le mouvement féministe tendre, qui situe le problème dans l'éducation. Écoutez, tout d'abord, ils disent, les hommes et les femmes, on est amis. C'est une chose importante. On va le voir après, ô combien c'est une chose qui ne va pas de soi. On est amis, nous ne sommes pas des ennemis, mais on a été conditionnés dans un monde où la force était prépondérante, donc l'homme, donc le muscle, donc le pouvoir, donc l'armée, etc., etc. Donc on doit tous nous rééduquer. Rééduquer dans quel sens? Que la différence biologique qui existe entre nous, elle est réparable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est réparable? J'emploie à dessein des termes qui sont peut-être un peu provocateurs. Elle est réparable dans le sens que il n'y a pas de profession féminine ou masculine. À quelques rares exceptions près, il doit... mon statut biologique ne doit pas faire obstacle au fait que je sois homme, femme, politique. D'ailleurs, il faut changer le vocabulaire. Le vocabulaire change. Que je sois avocat, que je sois professeur, que je sois leader, que je sois tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que s'il y a encore des gens qui pensent que c'est les muscles qui décident de profession, non. Ils se trompent. Il faut que l'homme découvre la femme qui est cachée en lui, et il faut que la femme découvre l'homme qui est caché en elle. Et donc, dans le foyer familial, il n'y a aucune, absolument, prédisposition aux fonctions. Femme au foyer, qui a dit ça? Femme au foyer. Il décide. Qu'il décide dans le foyer qui va être le haut foyer. Et qui va être, qui va gagner le pain, etc. C'est-à-dire que toutes les fonctions se deviennent interchangeables. Égalité, ça veut dire interchangeabilité. Presque totale, à 90%. À 90%. Bon, il y a une position qui est plus extrême et qui dit la chose suivante. Non, 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 vous n'avez rien compris. L'histoire humaine, c'est une histoire de domination de l'homme par de la femme par l'homme. À tous les niveaux. Et il y a des termes qui sont employés, très difficiles, je ne vais pas les employer ici. La catastrophe. Et l'un des outils de domination, c'est le foyer.
c'est l'un des outils de domination de l'homme par la femme. Les socialistes et les communistes, Engels, dans son fameux livre, Friedrich, notre ami, Friedrich Engels, où il est, où je l'ai noté, les origines de la famille, propriété privée et État. Qu'est-ce qu'il dit? L'exploitation du prolétariat par la classe dominante, par les bourgeois, eh bien c'est la même chose, c'est vécu dans la famille. L'homme c'est le bourgeois et la femme c'est le prolétaire. Bien entendu. Celui qui possède les moyens de production, c'est l'homme. Celle qui est exploitée, c'est la femme. Donc du moment qu'il va y avoir révolution des prolétaires au niveau social, cette révolution, eh bien, elle va être répercutée dans la famille. La famille, c'est un mode, le foyer, c'est un mode de domination. Et c'est pour ça que, véritablement, du moment qu'il y aura égalité, il n'y aura plus de famille. Bichilma. Pourquoi perpétuer ce mode de domination? Encore plus radical, l'ennemi c'est l'homme. Pas en tant que bourgeois, pas en tant que possesseur des moyens de production, je m'excuse de la terminologie marxiste, mais en tant qu'homme, c'est l'ennemi. Les femmes, elles sont meilleures à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau psychologique, à tous les niveaux, elles sont... Et puis, avec les moyens technologiques, elles peuvent se débrouiller toutes seules. On commence à le dire pas tellement dans les années 60, mais dans les années 80-90, on peut se débrouiller toute seule. Et à ce moment-là, le foyer, comment est-ce qu'il est perçu? Comment est-ce qu'il est présenté? Pas comme un espace qui doit être maintenu, mais où on doit rééduquer les membres, on doit les libéraliser, on doit un peu leur ouvrir la tête, mais le foyer, c'est l'autel sur lequel est sacrifiée la féminité. Vous comprenez? C'est-à-dire, le foyer est une chose à démonter. L'homme est une chose à, comment dire, à exiler, à, non, comment dire? Éliminer. Non, éliminer, à écarter. À écarter. On se débrouille toute seule. C'est-à-dire, on retourne à l'idéal des comment dire, Amazonas, des Amazones. Pas seulement le matriarcat, mais c'est pas besoin, d'autres ça rire. C'est-à-dire qu'on voit que, et là pour résumer, en Occident, le débat au sein du monde du mouvement féministe, ça ne veut dire pas c'est seulement pour les femmes, non, c'est très, très, très général, j'imagine que c'est connu. C'est entre d'un côté effacer les différences dans le cadre du foyer et d'un autre côté effacer le foyer. C'est les divorces. C'est-à-dire, soit je veux un foyer absolument nouveau, égalitaire, interchangeable, mais dont je reconnais la valeur. Tout simplement, c'est un foyer qui ne reconnaît plus de fonction a priori. Il n'y a pas de fonction a priori. Il y a des fonctions qui sont résultats d'accords, de contrats, d'accords mutuels.
Et de notre côté, il n'y a pas besoin de foyer du tout. L'autre, ça rire. Mieux vaut sans foyer. Ma féminité est trop importante pour être sacrifiée, vous savez quoi, même à des enfants. Au mari, même aux enfants. Donc là, et c'est pour ça qu'on voit, il y a, je veux dire, des résultats où qu'on peut observer aujourd'hui. Je vais donner pas seulement des résultats qui sont des désavantages, mais je vais aussi donner des avantages tels qu'ils sont perçus peut-être en général et certainement par le mouvement féministe. Et la grossesse, ça peut se faire sans père. Le terme de famille monoparentale, c'est un terme qui n'existait pas encore dans les années 80. Famille mishpacha chad orit, chad orit. Sans parler du taux de divorce, sans parler de la hausse de l'âge du mariage, sans parler de couples qui... Oui, on n'a pas besoin de se marier. Comment ça s'appelle Pardon? Paxé, ceux qui se paxent. Paxé. Paxé? Oui, comme ça. Ok. C'est-à-dire... Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je ne deviens jamais plus que 1 plus 1 ou 1 plus 1. Je ne deviens jamais quelque chose de plus significatif que deux individus qui restent deux individus même s'ils sont unis. Parce que leur union est uniquement accord de ces deux individus, le résultat de leur accord mutuel. Il n'y a rien de supérieur, rien qui dépasse cet accord individuel entre deux personnes qui se sont rencontrées, qui se voient et qui ne se dépassent jamais véritablement. Maintenant, de notre côté, l'aspect positif qui est très souvent maintenu, et véritablement, c'est, regardez, il y a une représentation de femmes, regardez combien de premiers ministres, présidents femmes il y a partout, regardez peut-être aux États-Unis même, il y a, je sais pas, Angleterre, Allemagne, beaucoup, je sais pas, les pays scandinaves, ailleurs aussi, représentation de la politique, dans le troisième secteur, il y a une hausse des droits, effectivement, il y a plus de droits qui sont respectés, rémunération qui est plus équilibrée, perception peut-être dans la société, bien que ce soit discutable. Maintenant, est-ce que jusque-là, c'est-à-dire c'est suffisamment clair? Là, je voudrais passer à ce qui est véritablement intéressant. Et poser une question. Est-ce qu'il y a, à vos yeux, un féminisme juif? Un féminisme juif? Et est-ce qu'il existe un féminisme juif dans le monde juif? Et est-ce qu'il y a un féminisme juif religieux? Et quelle forme il a, et quelle forme peut-être il doit avoir, où est le matsui tel qu'il est, où est le ratsui tel qu'il devrait être? Oui? Aujourd'hui, mais pas forcément. Pas forcément. Non, c'est-à-dire c'est ouvert. Oui. Puisqu'il est ontologique. Dans la famille juive, la femme est le pilier central sans lequel la maison s'écroule. Donc on n'a pas besoin de se bagarrer. C'est quelque chose, cette chose pour laquelle il faut livrer combat partout ailleurs dans le monde, eh bien, en Israël, c'est Zayesod. Je vais juste citer une recherche qui a été faite par des sociologues en Europe de l'Est pour voir
l'assimilation juive. Qu'est-ce qui explique l'assimilation juive? Une des raisons, c'est que les femmes non juives considéraient un mari juif comme quelque chose de, comme un, comment dire, Cadeau. Zachit Abapais, non? Gros lot. Gagner à la loterie. Pourquoi? Pour des raisons les plus simples. Il est paisible, il ne boit pas, il ne frappe pas, il ne trompe pas. Oui, ça dépend. C'est-à-dire trois choses. C'était au niveau sociologique une recherche faite dans les années 90. C'est-à-dire, elles ont été, pourquoi tu voulais un mari juif? Ta mère est antisémite, Makara. C'est-à-dire, voilà, pour ces raisons. Pour ces raisons. Vous comprenez? C'est-à-dire, bon, bien sûr que ce que vous avez dit, c'est beaucoup plus que cette recherche, c'est bien plus, bien au-delà. Mais au niveau dont c'est perçu en Europe de l'Est, c'est comme ça que ça a été présenté. Oui. L'héritage avec les filles de Tzlofrad. Avec Les filles de Tzlofrad. les filles de Tzlofrad. C'est-à-dire que pour le... Effectivement, je voulais appeler ce truc entre... Ces propos entre les filles de Tzlofrad et quelque chose d'autre. Peu importe. Oui. Je comprends pas très bien la question. Quand vous parlez de féminisme juif, ça m'a l'air d'être péjoratif comme terme, puisque vous avez donné l'exemple du féminisme en Europe. Alors je voudrais savoir si je comprenais bien, et si c'est le cas, et ben, malheureusement on voit bien de nos jours qu'il y a un féminisme auquel je n'adhère pas personnellement, mais qui existe en Israël, par les femmes du Kotel par exemple. Je ne comprends pas la question. Femme du côté. Dire que vous ne comprenez pas la question, c'est aussi une sorte de réponse. C'est aussi une sorte de réponse. C'est dire quelque part, je ne vois pas le problème. C'est-à-dire le problème qu'on trouve en Europe, le problème qu'on trouve d'un statut inférieur, c'est pas un statut, c'est pas quelque chose qu'on retrouve au judaïsme. Quand vous regardez, je sais pas, un personnage, même pas, je parle pas de la Torah, je parle pas de Sarah Imeinu, de Rivka Imeinu, de Rachel, de Léa, je peux pas, c'est évident, Shema Bekolan. Mais je parle à 17e, 18e siècle, Glickel de Hamel. Prenons un exemple. Glickel de Hamel, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Une femme qui elle est assez célèbre pour avoir écrit des livres de Moussard, aussi autobiographiques. Elle vivait à Hambourg. Elle a été mariée à l'âge de 14 ans. On pourrait dire un mariage très... Qu'est-ce qu'elle pouvait choisir? Mais 14 ans, elle a eu 14 enfants. C'était un mariage très 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 heureux avec son mari qui était négociant, qui était marchand, qui est décédé quand elle avait, je crois, 10 enfants. Elle a pris en charge toutes ses affaires. Elle a mené à bien toutes ses affaires. Et c'était fin 17e, début 18e siècle. Elle s'est remariée, a eu encore 4 enfants et a écrit, je crois, une dizaine de volumes, en plus de mener les affaires, c'est-à-dire de voyager, de négocier, d'éduquer ses enfants, de sauver sa fille parce qu'elle était soupçonnée d'être atteinte d'une maladie contagieuse. Alors vous savez, quand elle était à l'époque atteinte de maladie contagieuse, c'était toute la communauté juive qui était expulsée, qui était pas seulement qui était expulsée de la ville. Donc elle a envoyé sa fille dans un village avec une femme pour s'en charger jusqu'à ce que cette fille se relève de sa maladie. Je ne sais pas si elle était véritablement malade ou pas. C'était une femme qui avait beaucoup d'occupations
beaucoup d'occupations. Et je crois que même son livre a été réédité par le Rav Aviner, pas tous les 10 volumes, mais j'ai entendu une émission où il parlait de ça. Donc c'était une femme qui était aussi assez représentative. Les femmes juives, quand on dit des femmes au foyer, on retrouve que ce soit en Espagne, que ce soit en Pologne, que ce soit partout ailleurs, elles tiennent véritablement le foyer. Elles tiennent véritablement le foyer. Elles sont aussi celles qui gagnent, les responsables du gagne-pain, etc., etc. Lorsqu'on regarde, je ne sais pas, Sarah Schneer, Bet Yaakov, et Donna Gracia. Donna Grazia. Lorsqu'on regarde Henrietta Zolt, Hadassah, Neshot Hadassah, les hôpitaux Hadassah, Aliyat HaNoar, 1934, des dizaines de milliers d'enfants juifs allemands sauvés dans les fins des années 30, ce qui est véritablement l'origine du Naale, du programme Naale, Nor Ole Lifnei Orim. La profession et l'institution des assistantes sociales en Israël. Elle était d'ailleurs ministre dans ce qui précédait le gouvernement dans les années 30, dans la Sochnut. Henrietta Zold, elle était là-bas ministre des Affaires sociales. Je ne parle pas de Hannah Senesh et de Sarah Aronson et de toutes ces personnes, Héroïne. de toutes ces héroïnes, mais qui étaient femmes, mais je ne sais pas si elles seraient d'accord de l'épithète féministe. Ani lo יודע. Je ne sais pas si Daphna Meir, Hashem Yikom Dama, qui de Otniel, avec la prière pour les achot, comment on dit achot? Infirmière. Infirmière, la prière de l'infirmière, avec les centaines de milliers d'amis sur le réseau internet auxquels elle donnait conseil dans des questions purement féminines, et qui n'a jamais brandi le drapeau de libération. Non, elle a tout simplement aidé. C'est-à-dire que là, véritablement, on peut, quand on parle je pense, du féminisme juif, tout d'abord, la question est, merci de la réponse, merci des réponses, de savoir est-ce que c'est un mouvement qui, dans sa forme occidentale, a place chez nous, véritablement. Deuxième chose, lorsqu'on regarde le monde juif tel qu'il était ou tel qu'il est aux États-Unis, eh bien on voit qu'effectivement là-bas, ou pas seulement aux États-Unis, là-bas le féminisme est très, très fort. Il oblige. L'un des slogans du mouvement conservateur contre la séparation au Beth Knesset entre les femmes et les hommes, c'était unis à la synagogue, unis à la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire assis ensemble à la synagogue, assis ensemble, c'est-à-dire unis à la maison. Et pourquoi? Parce que c'était un copy-paste, je ne sais pas comment, Atek Adbek,
Copier-coller. Merci. C'était du copier-coller du mouvement féministe américain dans la synagogue. Idem avec les rabbiniotes, idem avec tout le reste. C'est-à-dire égalité comme égalité de fonction, égalité fonctionnelle. C'est-à-dire nous sommes égaux si nous pouvons faire la même chose. Mais une fois arrivé en Israël, ça sonne moins bien. Le Rav Aaron Lichtenstein, il dit, mais depuis quand une femme doit devenir homme pour être égale? C'est très simple. En hébreu, ça sonne encore mieux. Mimatai, isha tzra lafoch legeber bishvil liot shava. Shava tartei mashma. Et là, il y a effectivement, à mon sens, un bilboul, comment dire bilboul? Pardon? Un désordre dans la définition de ce que c'est que l'égalité. Une confusion totale. Confusion. Confusion. Ah oui. Il y a égalité d'appréciation de fonctions différentes et il y a égalité de fonctions. Et ces deux égalités absolument différentes. Je peux apprécier de manière égale chacun et chacune dans sa fonction et je peux exiger une égalité de fonction comme condition à l'égalité. Et cette définition de l'égalité, eh bien, à quoi elle aboutit? Elle aboutit à détruire la féminité. Elle aboutit à détruire la féminité. C'est-à-dire que du moment que je définis la féminité comme l'égalité comme égalité de fonction, je dis, comme le Rav Lichtenstein, que vous devez devenir homme pour être égal. Les fonctions, l'habit, les noms, le langage, tout, la chutzpah, etc. Tout doit être traduit au masculin. C'est-à-dire que véritablement le féminisme traduit dans cette manière, ça nous amène à la rencontre que j'ai relatée avec l'Union soviétique, avec les femmes les femmes hommes, je ne sais pas trop quoi, sur les échafaudages. Et au-delà, il y a d'autres dangers. J'aime pas parler de danger, mais je pense que c'est très essentiel. Cette vision, elle arrive à maturation quand, en apparence, tous les problèmes collectifs sont suffisamment résolus. Il y a de quoi manger, les guerres sont terminées, on a vaincu l'Union soviétique, l'islam, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Le mondialisme, non, il n'existe pas. Non. Nous sommes dans un monde sans danger. Nous sommes dans un monde sans bêtes féroces. Sans bêtes féroces. Il n'y a plus de menaces. Bon, si vous voulez des menaces, il faut aller au cinéma. Là, vous rencontrez King Kong, les Martiens, je ne sais pas, qui vous voulez. Mais, dans la réalité, dans la réalité, tout va bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste? Il reste les problèmes individuels. Il reste les manques,
discrimination, les désavantages, etc., les limites individuelles. Et je peux me permettre de m'atomiser. Je peux me permettre de ne penser qu'à moi. Je peux me permettre de ne penser qu'en termes privés. Il n'y a plus de frontières qui m'obligent. Je peux être ashkénaze, je peux être sfarad, je peux être thémani, je peux être arabe, je peux être français, je peux être femme, je peux être homme. Il n'y a plus de frontières qui m'obligent. La seule chose qui m'oblige, c'est faire ce qui me plaît. C'est me réaliser. Dans quel sens? Dans le sens qui m'est cher, qui me proche, qui me parle, qui m'interpelle à un moment donné. À un certain moment, ça peut mener à la guerre de tous contre tous, à la guerre dans la famille, parce que tantôt c'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ensuite, c'est célibataires de tous les pays, unissez-vous. Ensuite, c'est femmes de tous les pays, unissez-vous. Ensuite, c'est minorité de tous les pays, unissez-vous. Ensuite, c'est blanc, ensuite, c'est noir, ensuite, c'est métis de tous les pays, unissez-vous. Ensuite, c'est... Ensuite, je sais pas. Écologue, profession, etc. C'est-à-dire que on invente des catégories, on crée une hiérarchie de catégories qui change. Et puis, cela arrive au détriment de quelque chose. Et au détriment de quoi? Au détriment de ce qui m'interdit de faire cela. Au nom de ceux qui... contre cela, au détriment de ceux qui me limitent. De ceux qui te disent non, non, non. Avant tout, tu n'es pas femme ou homme. Avant tout, tu n'es pas prolétaire ou propriétaire. Tu es quelque chose d'autre. Tu ne peux pas décider de faire de ta vie ce que tu veux. Tu n'es pas seulement un individu. Tu n'es pas seulement une fonction. Ce message, c'est un message menaçant. Ce message, c'est un message qui doit être soit libéralisé, soit démonté, soit mis en sourdine. Et là, lorsqu'on parle de féminisme, il est très important toujours de se rappeler du contexte. Pas seulement du féminisme. Aujourd'hui, c'est les droits des hommes célibataires, des hommes divorcés, les droits des soldats contre Tsahal, les droits de Tsahal contre les soldats, les droits de tous contre tous. A écrit un penseur et aussi un ami, et dans Makor Rishon, qui s'appelle Yoav Sorek, un article qui s'appelle Leityatzeb limilchemet tarbut, être prêt à une guerre culturelle, où il commence son article, je cite, je le dis en hébreu, ensuite je vais traduire. Oulai lo kulam samu lev, aval anu netonim mize shanim achadot tachat mitkafa shel arachim ותפיסות עולם שיכנה אותם כאן ליברלי. Peut-être qu'on n'a pas tous prêté attention, mais depuis quelques années, nous faisons face à une offensive de valeurs que j'appellerais ici libérales. ערכי המשפחה מומרים בתפיסות של לגיטימציה מלאה
ואף טיפוח של זהויות מיניות שונות ומשונות. ערכי הלאום הופכים לנרטיב שנוי במחלוקת, ולעיתים קרובות פסול בתכלית. עליונות האדם על הטבע, אחריותו לו וזכותו לנצל את משאביו מהדומם ועד החי, מוטלות בספק עמוק. Les valeurs de la famille sont travesties en valeurs qui légitiment toutes sortes d'identités alternatives. Les valeurs nationales sont transformées en narratifs, relatifs et controversés. Et bien souvent aussi pasoul, disqualifiés, etc., etc. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui véritablement une offensive individualiste, postmoderne, qui démonte, qui défait toutes les valeurs qui relèvent du klal, qui relèvent de la famille, qui est le klal au micro, qui relèvent de ce qui oblige, de ce qui est attendu de moi, pas de ce que je veux seulement, mais ce qui est attendu de moi. Ça s'appelle la déconstruction. La déconstruction, Toda Rabba, ça a Baruch Hashem beaucoup de termes. Et le mouvement féministe, eh bien dans ce cadre, c'est seulement une des nombreuses lignes de front. Une des divisions au combat idéologique dont le but, c'est quelque part, c'est de démonter tout ce qui véritablement donne sens tant à ma féminité, si je suis femme, qu'à ma masculinité. Ça démonte le peuple, ça démonte la Torah, ça démonte la famille, ça défait l'espace commun. Et cela véritablement me laisse face à face uniquement, même pas avec moi-même, avec ma dimension biologique. C'est fini. Je suis uniquement homme ou femme au niveau le plus matériel qui soit. Et je pense que là, l'appel, c'est au contraire d'assumer que ce soit sa masculinité ou sa féminité, sa place unique au nom du klal et de tout ce qu'il comporte. Et je pense qu'à un niveau plus global, cela aidera aussi le monde à trouver son équilibre entre les pôles masculin et féminin et à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même si le bébé c'est un garçon. C'est-à-dire à ne pas présenter, effectivement, le défi du judaïsme, c'est toujours la capacité à unir les valeurs, à unir, si on appelle ça les contraires, eh bien les contraires, à unir les différences, en leur donnant la place. Lorsque vous êtes dénué de cette image klalite, de cette perception, de ce patrimoine, de cette Torah, véritablement, qui donne place à chaque chose et à chaque homme ou femme, bien, ça dégénère en guerre, ça dégénère en conflit. Et c'est pour ça que véritablement, si vous me demandez à moi, je ne suis pas un spécialiste. Enfin, je suis un spécialiste au niveau, comme tous présents ici. Le féminisme, très souvent, en Occident, très certainement à l'extrême, il naît d'un état où la famille est soit un échec, soit une théorie. Vous n'êtes pas d'accord? Mais, Baruch Hashem. Non, Ça a surtout été une réaction suite au positionnement de la femme comme femme objet.
Et effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire que quand on voit les publicités, qu'il faut à la fois que la femme, ça soit un mannequin, mais à la fois qu'elle s'occupe de la famille, et à la fois elle va travailler, elle rapporte une part à ça, et souvent elle est exploitée, c'est-à-dire qu'on le sait, qu'à même niveau, bien, les femmes sont moins payées. Donc c'est une réaction, je pense avant tout. Alors effectivement, il y a d'autres choses derrière. Le problème de la femme juive, c'est pas très simple non plus. Aujourd'hui, je veux dire, il y a plein de positionnements et de statut social. On est à la fois pratiquante, bien sûr, la priorité c'est la famille, mais je pense qu'aujourd'hui notre rôle est quand même plus complexe que qu'a été celui de nos mères et de nos grands-mères. Ok. Comment s'est ouverte la brèche, Eliezer? Parce que chez nous, dans notre peuple, on avait un comportement sain, les hommes vis-à-vis des femmes et les femmes vis-à-vis des hommes. Comment tout d'un coup, qu'est-ce qui a... Qui ou quoi? Qu'est-ce qui a ouvert la brèche? Est-ce que c'est vraiment... La brèche, je voudrais dire, je pense qu'il y a une raison, une raison, à mon sens, assez simple. C'est la galoute et son influence. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix de rester femme juive lorsque vous grandissez soit en Union soviétique, soit même dans la France de Beauvoir ou de Sartre, ou dans les États-Unis des 60s. Vous n'avez pas le choix, vous devez adopter les valeurs et les mœurs qui sont environnantes. Ma grand-mère, elle n'a pas le choix, elle peut pas rester, non, elle doit aller à l'armée. Elle doit aller travailler. Elle doit aller travailler dans des fonctions qui sont des fonctions tant féminines que masculines. Idem. Et avec cela, bien entendu, ça amène des problèmes. Regardez, je pense que c'est très intéressant. Vous avez parlé de la femme objet, j'ai vu. Je vais dire une chose. Je me ferai lapider dans d'autres. Mais la femme risque très fortement de devenir femme objet du moment qu'on vit dans une société hyper matérialiste, hyper matérialisée, du moment où le Batmeler Kol Kvoda Pnima n'est plus une valeur, du moment que la Tzniut et que la modestie n'est plus une valeur. Vous regardez le monde occidental ou le monde communiste, la Tzniut, là-bas, a depuis quelques générations cessé d'être une valeur. Le matérialisme, le commerce, etc., c'est-à-dire qu'ici, vous avez un monde qui nous invite à la schizophrénie. Ça a été présenté par un film où vous avez une personne qui voyage dans une voiture et où d'un côté, on l'invite à fumer, et de l'autre côté, le panneau qui suit, c'est écoute, chaque cigarette t'enlève un quart d'heure de ta vie. Ou d'un côté, on l'invite à se droguer, et d'un autre côté, on lui dit, mais si tu te drogues, c'est 15 ans à la prison. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des publicités qui présentent la féminité dans son aspect le plus matériel et le plus barbare, le plus et d'un autre côté, vous avez un espèce d'idéal de respect, etc., qui est présenté, et ça rappelle quelque chose de très, je m'excuse, je vais le dire, mais c'est un idéal chrétien, quelque chose de chrétien, où d'un côté,
où d'un côté la femme est présentée comme dans les romans, les romans du Moyen-Âge, de quelque chose de tellement élevé, de tellement idéal, etc., mais dans la vie, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est une schizophrénie absolue entre ce que tu dois faire et ce que tu es invité à faire. Où il y a une contradiction entre les termes, entre les mécanismes d'une société matérialiste, commerciale, etc., où, bien entendu, le meilleur moyen de vous appâter, enfin, je m'excuse, pas vous, mais les hommes, acheter une voiture, je ne sais pas, des cigarettes, des voyages, tout ce que vous voulez, on sait tous ce que c'est, et d'un autre côté, vous êtes appelés à sous-signer sous une déclaration de droit qui est, c'est-à-dire, on vous présente dans les pubs la femme objet et on vous sous-signe dans les contrats la femme sujet. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez. Dans les déclarations, vous dites ce que vous avez signé. Dans la vie, ça dépend. Okay. Cette brèche, en fait, on a l'impression qu'elle est née au niveau du XXe siècle quand on a été opposé à une société occidentale. Mais je pense que le terrain il était déjà prêt avant, où la femme juive, elle n'avait pas tellement le rôle prépondérant et tellement pendant des années, pendant des siècles, la femme elle n'avait pas un rôle tellement mirobolant, même au niveau de tous les foyers juifs. Donc le terrain il était prêt, la femme elle était prête à voir tout ça, à entendre ça, elle voulait autre chose, elle attendait autre chose. Vous donnez une raison qui, à mon sens, d'après ce que j'ai pu lire, est aussi vraie. C'est pourquoi? Parce qu'effectivement, la galoute ne donnait pas place à une dimension féminine de la grandeur de Dvorah, de Ruth, de Naomi, de Naomi Maot, etc. Mais à cela, je peux effectivement répondre qu'elle ne donnait pas non plus place à des David Amelech. C'est-à-dire qu'effectivement, la galoute a réduit les rôles juifs à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et effectivement, Chafetz Chaim, comment est-ce qu'il a réagi lorsque Sarah Schneerer a ouvert les premières écoles pour les filles, Beit Yaakov, où on leur enseignait les professions, les Tanakh, la Halacha. Comment est-ce qu'il a réagi? Il y a eu des protestations, mais il a dit fantastique. Il faut en ouvrir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Parce que aujourd'hui, les défis de la modernité sont tels que la femme doit avoir les outils pour les affronter. Effectivement, c'est-à-dire que oui, la galoute et la sortie de cette galoute nous appelle à avoir des outils. Bien entendu, il y a des débats. Est-ce que ça collait la Gemara ou est-ce que c'est pas collé l'imoudé Gemara, etc. Est-ce que c'est un débat qui est livré aujourd'hui, c'est assez célèbre, oui. Mais on comprend que on peut pas rester à tous les niveaux, tant de sa masculinité, que de sa féminité, que de sa nationalité en tant que telle, au niveau de la galoute. Okay? Cette brèche qui a été ouverte, elle est faite aussi à cause de la Première Guerre mondiale. Les femmes ont dû prendre aussi en partie le rôle des hommes quand c'est plus là, quoi. C'est une vraie ouverture au féminisme. Oui, ça c'est une explication aussi, bon je ne l'ai pas mentionné, mais une explication sociologique très très forte. Quand tous les hommes sont au combat, eh bien ceux qui les remplacent derrière comment on appelle ça, les machines, derrière les machines, c'est les femmes, et ensuite quand les hommes reviennent, eh bien les femmes elles ont déjà fait leurs preuves, alors regarde, on doit rééquilibrer exactement la même chose durant la seconde guerre mondiale, etc. Il faut aussi dire une chose là, c'est que beaucoup de femmes féministes ils disent mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé à un déséquilibre. Pourquoi? Parce que les rôles traditionnels, finalement, on les a gardés, mais en plus,
on a revendiqué des hommes, des rôles, tous les autres rôles, c'est-à-dire on est femme au foyer et au travail et à l'office, au Misrad, etc. C'est aussi pas très facile, oui. Mais Ken. Je remercie ma femme qui a insisté pour que je vienne. En fait, je crois que le mot féministe est un mot qui est trompeur, qui nous braque tous. Il y a une véritable révolution féminine qui se passe, on le voit en Israël et dans tout le monde juif. Les femmes qui étudient, à la fois aujourd'hui, il y a 30 ans, 40 ans, ça ne se passait pas comme ça. Dans la Gemara, à l'époque du Beth Yaakov, donc je pense qu'il y a une révolution féminine constamment dans le judaïsme. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Ce sont toujours les femmes qui font avancer les choses. Et à la fin, les rabbinim suivent en vérité. Les rabbinim suivent, parce que bon, les écoles s'ouvrent, les écoles s'ouvrent dans le travail, les écoles dans le monde de la théorie, c'est des jours des études, etc. Et on a fait d'avance. Dans le monde laïque, c'est à l'armée, il y a des femmes qui font avancer les choses. Et il y a tout le temps des femmes qui font avancer les choses. Et finalement, c'est pas contre l'homme forcément, mais elles cherchent leur place, et c'est les femmes qui imposent leur place dans la vie de tous les jours et dans l'étude. Si j'étais d'accord, si j'étais à 100% d'accord avec vous, eh bien, j'aurais dû chercher comment dire, à occuper une profession féminine et à m'occuper de quelque chose qui est beaucoup plus propre à je sais pas, à ma femme qu'à moi. Je vais essayer de m'expliquer. Je pense que assumer sa féminité ou sa masculinité, c'est une chose fantastique. Je pense que le féminisme à l'américaine et à l'accidentale ou à la communiste ou à l'autre, c'est un féminisme qui est destructif. À 90%, c'est un féminisme destructif. Pourquoi? Parce qu'il me dit, écoute, Eliezer, fais quoi? Change de nom. Eliezera. T'as pas ta place. T'es pas à ta place. Tu sais pas quelle est ta place. Je sais plus quelle est ma place. Vous comprenez? On arrive avec très souvent des hommes qui sont plus femmes, des femmes qui sont plus hommes, et lorsque vous demandez au conseil à ceux qui sont qui demandent pourquoi est-ce qu'il y a un célibat, etc., parce qu'elle n'a pas besoin d'hommes. Elle cherche quelqu'un, mais elle a pris sa place. Et à l'envers, il cherche quelqu'un, mais il a pris sa place. Il ne veut pas se marier avec une autre femme. Institutionnalisé, en France, on parle de la théorie des genres. C'est-à-dire que c'est enseigné aujourd'hui, et que si vous allez à Paris 7, dans l'académie de psychologie, on va vous dire qu'un homme, c'est une personne qui a une tendance homme. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, et je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement peur de reconnaître, et je pense aujourd'hui le courage, de reconnaître qu'il y a un rôle que je dois assumer, et vous savez quoi, j'ose le dire, il me dépasse ce rôle. Il a été fixé avant moi. Et il a une forme comme on appelle genderi, il a une forme de vocation, il a une forme d'intérêt, il a une forme de netiot alev, de netiot nefesh. Il a une forme que je dois rechercher, mais c'est pas une forme que je dois rechercher dans la concurrence avec ma femme, avec mes enfants, avec toute la société. Non, c'est une forme que je dois avant tout rechercher au niveau individuel, en m'écoutant. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est le défi véritable de dire, Khaveri, nous ne sommes pas dans un monde de concurrents, dans un monde de droit, mais nous sommes avant tout dans un monde d'écoute, de schéma, dans un monde où il y a un klal dans lequel je dois assumer mon rôle. Le fait assumer, dans plusieurs langages, c'est déjà un terme péjoratif, c'est quelque chose. Mais assumer, tu n'as rien à assumer. Tu dois te créer, te recréer, te faire, te refaire, te défaire, je ne sais pas quoi faire. Pour vrai. Mais, et aujourd'hui, c'est le défi.
C'est effectivement le défi. Et dans ce défi-là, je m'excuse de le reconnaître. Je suis avant tout à l'écoute de ma femme. Parce que c'est elle qui me dit, c'est elle qui me voit beaucoup mieux que je me vois. Si elle me prenait ma place, hop là, je serais baya amitit, baya meod meod chamura. אז זהו, לא, je pense ne pas avoir peur d'assumer et voilà, et voir qu'avant tout, je suis Ani Ben Israël, ou Bat Israël. Avant tout, je suis un être contextualisé dans une époque de la Géoula, dans un peuple Israël, dans un patrimoine sur une terre. Zéro, je crois qu'on a dépassé le temps.